Pouvons-nous parler à cœur ouvert? Mais bien sûr que oui. Il faut parler, poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de sujet tabou. Nos téléspectateurs attendent de vous une entière franchise dans vos réponses et surtout découvrir votre cœur. Qui est réellement Martin Fayulu-Wadidi? Je crois que les Congolais me connaissent suffisamment et j'ai toujours dit ce que je pense. Je n'ai pas la langue de bois. Et moi, je suis Martin Fayulu, Congolais, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. J'ai étudié et j'ai travaillé pour les groupes ExxonMobil. J'ai été à la conférence nationale souveraine. J'étais membre du Haut Conseil de la République. J'ai été député provincial pour la ville de Kinshasa. Oui. Et aujourd'hui, je suis député national élu de Kinshasa, district de la Lukunga, mais je représente les intérêts de tous les Congos, je représente toutes les Congolaises et tous les Congolais. Donc, mon but, ma vision, c'est les Congos. On va arriver. Donc, vous me dites de vous me présenter à cœur ouvert. Donc, ce que je suis en train de faire, côté familial, c'est ça. Je suis marié et père de 3 garçons. Voilà. Okay. Quelles sont les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans votre vie? Écoutez, il y a la personne qui a joué un rôle déterminant dans ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, quand j'ai découvert Jésus, et j'ai compris qu'il a payé un prix pour moi, et il a versé son sang, et donc c'est lui. Et aujourd'hui, je crois qu'il est là, et je continue je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Okay. Avez-vous des passions et lesquelles? Ma passion, c'est mon pays. C'est la RDC. C'est la RDC. Il faut que la RDC soit un pays développé, un pays qui offre à ses enfants toutes les chances pour que ces enfants saisissent l'opportunité de vivre dans un monde prospère, pour que ces enfants saisissent les opportunités que le pays offre pour se développer eux-mêmes. Et que pense votre femme de cette passion qui est très prenante? Ah oui, ma femme me soutient, comme mes enfants aussi me soutiennent. Et aujourd'hui, même quand certains amis, et je peux vous le dire, certains amis et certains parents, me disent, vous prenez les risques, qu'est-ce que vous cherchez à faire la politique? Mes enfants et ma femme me disent, papa, il faut y aller. Et mes enfants, mon dernier fils m'avait écrit un papier quand il avait 14 ans pour dire, papa, je suis fier de toi. Le Congo a besoin de gens comme toi, il faut continuer dans ce que tu fais. Même quand ces enfants voient comment on me tabasse dans la rue par la police, quand ils voient comment on me pointe l'arme, et ces enfants ne reculent pas. Ma femme ne recule pas. Je peux vous dire, le 29 avril 2010, il y a un monsieur qui, à l'époque, on les qualifiait de tout, on avait dit qu'il avait tous les pouvoirs au Congo, m'avait envoyé un SMS disant ceci, Martin, tu as ouvert les hostilités, est-ce que tu as les moyens de ta défense? Quand j'ai regardé les SMS, je me suis dit, est-ce que je les lis devant ma femme? Et j'ai dit à ma femme, manger à table, et après les repas, j'ai lu ça à haute voix. Voici ce que ma femme a dit. Mais qui a écrit cet SMS-là? Ça, c'est le langage des faibles. Donc, pour vous dire que ma femme est solide, et toute ma famille est solide. Et on ne reconnaîtra pas le nom du monsieur. Mais je vous ai dit, un monsieur qui a joué un rôle important, et dommage, on ne cite pas les morts. Donc, je ne veux pas le citer ici. Quelles sont les faiblesses et les points forts que citerez vos proches en parlant de vous, par exemple? Écoutez, je peux dire, il y a mes proches qui disent que je suis trop passionné. Et ils trouvent ça comme une faiblesse. Je dis, ben, si c'est une faiblesse, je suis passionné pour les Congos, l'amour du Congo. Et l'amour, le point fort, c'est que je ne fais rien à moitié. Quand je m'engage, je vais jusqu'au bout et je me donne. Donc, et c'est comme ça que le parti que nous avons créé avec les amis, il s'appelle ESID, Engagement pour la citoyenneté
il y a le développement, engagement, c'est-à-dire on s'engage, on y va à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est pour cela, quand on fait des manifestations et je vois qu'il y a des gens qui reculent, je ne recule jamais. J'y vais parce que je ne peux pas sortir dans la rue et après commencer à avoir peur. Donc, c'est ça ma force, je n'ai pas peur. Et pourquoi je n'ai pas peur? Parce que j'ai un soutien. Et ces soutiens, je les trouve dans le psaume 125. Je dis, je suis comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Voilà. Que pensent vos ennemis? Mais je les laisse penser ce qu'ils pensent. Je ne peux pas, moi, commencer à entrer dans l'imagination de mes ennemis ou mes adversaires. Je ne pense pas que ça m'intéresse, les ennemis ou les adversaires. C'est normal. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité, ça n'existe pas. La démocratie, c'est 50 plus 1. OK? Mais si vous avez 50%, il y a 49 autres pourcents qui ne sont pas d'accord avec vous, mais c'est ça la démocratie. Il faut laisser les autres penser ce qu'ils pensent. OK? Mais c'est avec ça, c'est avec la diversité qu'on construit. Moi, je viens d'un système, parce que je me suis présenté, mais je viens de l'héritage ExxonMobil. Je travaillais pendant 20 ans de cette société ExxonMobil, dans nos compétences, dans nos valeurs. Et j'ai adopté ces valeurs. Il y a la diversité. Il faut accepter la diversité. Il faut accepter que les autres pensent différemment de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à faire la politique en fait? Ce qui m'a amené à faire la politique, c'est la situation de mon pays. Effectivement, j'étais, moi, bien, très bien, dans ma société, où je travaillais pendant 20 ans, 10 ans au Congo et 10 ans à l'étranger. Donc en commençant par les États-Unis, la France et le pays africain, dont le Nigeria, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya. J'ai travaillé, y compris le Congo, bien sûr, parce que j'ai commencé au Congo. Mais ce qui m'a amené à faire la politique, et depuis que je suis rentré de mes études, c'est-à-dire début des années 84, j'étais avec les amis pour discuter de la situation politique et économique de notre pays. Donc j'ai évolué dans les organisations de la société civile. On a commencé cette action-là et je suis allé à l'Assemblée, à la CNS, à la Conférence nationale souveraine, en tant que membre de la société civile. Et j'ai travaillé. Là, en fait. Société civile, organisation de la société civile, association, groupe de réflexion. On parlait de notre pays. Et quand je travaillais pour Mobile, j'allais à l'étranger, dans les aéroports, le pays n'était pas considéré. Et je voyais le pays n'est pas considéré. À un moment donné, j'ai décidé, 20 ans après, avec ExxonMobil, j'ai décidé de rentrer au pays pour y travailler, apporter ma contribution. Et voilà comment. Mais déjà, en tant que employé des mobiles au Congo, j'étais déjà à la conférence nationale. Mais maintenant, je me suis engagé totalement pour apporter ma totale contribution. Quelle en soit votre couleur politique? Vous êtes de gauche, de droite ou au centre? Écoutez, la philosophie politique ou la doctrine politique de l'ESID, notre parti, c'est le social-libéralisme. Nous croyons à l'économie du marché, nous croyons au marché, nous croyons que la concurrence doit battre son plein, nous croyons à l'entreprise privée, et nous croyons à la propriété privée. Mais nous disons aussi que l'État doit venir et se mettre pour corriger les imperfections du marché. L'État doit couvrir les faiblesses du marché, l'État doit se mettre là où le privé ne veut pas aller, et nous croyons sincèrement que ce système-là peut faire avancer notre pays aujourd'hui. Mettons l'accent sur les capitalismes. Vous n'êtes peut-être pas de droite parce que c'est eux qui prennent souvent ce genre d'engagement. Je suis en train de vous dire que nous sommes... notre doctrine, c'est le social-libéralisme. Vous pouvez dire les sociaux-libéraux, aujourd'hui on les classe comme les centristes. Donc nous sommes dans la même famille comme les sociaux-chrétiens, les sociaux-démocrates, les sociaux-libéraux, et nous sommes là. Ok, d'accord. Quelle est l'idéologie qui vous inspire en fait?
Vous êtes inspiré par... Mais c'est ça que je viens de vous dire. Le social-libéralisme, et je l'ai défini, l'économie des marchés, la concurrence, la propriété privée, mais l'intervention de l'État quand il faut. Là où on n'a pas besoin de l'État, l'État doit s'abstenir. L'État doit lever les taxes, l'État doit stimuler l'économie, investir là où les privés ne veulent pas aller, et l'État doit aider l'économie. Donc c'est ça notre philosophie politique. Et donc nous disons que pour cela, il nous faut, pour les Congos, un plan de développement, un plan quinquennal. Et ce plan doit continuer. 5 ans après, nous avons un plan. Et c'est pour cela que nous disons à l'ECD notre projet de société qui s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la RDC est basé sur des piliers. Le premier pilier, c'est ça, la philosophie politique, le social-libéralisme. Le deuxième pilier, c'est la citoyenneté. Comment dire aux citoyens, vous êtes citoyen congolais, vous avez les droits, certes, oui, mais vous avez aussi les devoirs. Troisième pilier, le pacte de développement. Comment imaginer ces plans de développement signés avec les Congolais qui ont contribué à l'élaboration de ces plans de développement. Autre pilier, c'est la réconciliation. Comment les Congolais peuvent se réconcilier? On nous a divisés. On a utilisé... de la majorité... Non, non, je parle des Congolais... Futur, hein, parce que pour le moment, on est divisé aussi, je pense. Bien sûr, c'est ça. Donc pour le futur, il faut se réconcilier. Parce que par exemple, ici, dans la diaspora, il y a une cassure entre la majorité et nous, de la diaspora, en se disant c'est des collabos. Comment demain nous pouvons répondre à ces personnes-là, nos frères, entre parenthèses, hein, par rapport à l'ECD? Qu'est-ce que l'ECD prévoit pour ces personnes-là? Si aujourd'hui, Mende, c'est un exemple que je donne, on change le système, on fait quoi avec ces gens-là? Écoutez, d'abord il faut corriger. Quand les compatriotes de la diaspora disent que tel et tel autre est collabo, ça veut dire que parce qu'ils protègent leur pays, ils ne sont pas divisés pour ça. Ce qu'ils disent, il faut que les affaires du pays soient gérées correctement. Il faut qu'il y ait démocratie, que tout le monde participe à cette démocratie. Réconcilier les Congolais veut simplement dire on nous a divisés, comme on dit, divide and rule. Alors, même si je pense que c'est pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup, pouvez-nous, s'il vous plaît, nous expliquer la genèse des événements du 19, 20, 21 janvier? La genèse, ça a commencé par la sensibilisation que nous avons décidé. Et ça a commencé par notre engagement d'entrer à l'Assemblée nationale, d'aller siéger pour combattre M. Kabila de l'intérieur. Arrivé, par rapport à ça. Il y a eu des remous, c'est pour cela que j'ai dit surtout à nos frères et sœurs de la diaspora qui nous ont dit n'entrez pas, sinon on va vous considérer comme des collabos. Et nous nous sommes expliqués et gentiment avec nos frères et sœurs de la diaspora, nous leur avons dit écoutez, nous entrons et nous allons combattre de l'intérieur. C'est pour cela que de l'intérieur, nous avons évoqué le problème du M23, la question du M23, et nous avons fait des questions orales avec débat, interpellations, et jusqu'à ce que notre collègue Albert Fabrice Pouela a fait la motion contre le vice-premier ministre, ministre de la Défense, sur cette question de M23. Nous avons parlé de la question des légitimités en disant qu'il y a illégitimité totale au Congo. Janvier 2015, un meeting sur l'esplanade des Martyrs, entre l'espace situé entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement. Réprimé aussi, ils ont mis plus de 3000 policiers pour, comment dire, déranger ce meeting. Mais il y avait un monde, bien qu'ils ont réprimé, vous avez vu dans les photos, dans les vidéos, et nous avons repris maintenant avec toute l'opposition. Les membres de l'Assemblée nationale qui se disaient, nous nous sommes dit, nous n'assisterons jamais à une plénière qui aura pour objet
discuter la question de la révision de la loi électorale. Nous avons fait des déclarations et le 12, nous sommes partis à l'Assemblée le 12 janvier, donc 2015, nous sommes partis à l'Assemblée nationale pour gêner cette plénière qui parlait effectivement de cette révision de la loi électorale. Et vous avez vu, séance avec des sifflets, mais ils ont essayé un passage en force. Et comme nous avons vu qu'ils passaient en force, nous avons dit, mais écoutez, la mayonnaise a déjà pris. Et finalement, qui est le souverain primaire? C'est le peuple congolais. Demandons au peuple congolais de s'exprimer, parce que la Constitution, par son article 64, lui donne le droit de barrer la route à toute personne qui veut prendre le pouvoir ou qui veut se maintenir au pouvoir par la force. C'est pour cela que vous avez vu les manifestations du 19 au 24-25 janvier. On accuse souvent les politiques de mettre les citoyens dans la rue. Et dès qu'il y a bavure du pouvoir en place, il n'y a pas souvent une prise en charge des blessés ou du corps en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Nous avons pris en charge les blessés. D'abord, les 11, quand nous avons organisé notre meeting, on a tiré à balles réelles, et vous avez vu, et il y a des gens qui ont eu des plats de pieds déchiquetés, nous les avons amenés à l'hôpital, nous avons payé les frais nécessaires. Les jeunes gens qui ont reçu des balles, nous les avons internés dans les hôpitaux, c'est connu, la MONUSCO est venue, comment dire, les ONG pardon, des droits de l'homme sont venus, y compris Human Rights Watch, ils sont venus, et on a vu le 19, le 20, le 21, nous avons, vous avez vu, le 19, moi-même, j'ai transporté un jeune homme à l'hôpital. Le jeune homme qui a reçu la balle, il était à côté de moi. Nous avons récupéré la douille et nous avons donné à Human Rights Watch. Nous avons payé les frais à l'hôpital parce que pour soigner les jeunes gens, ils ont demandé les frais. Mais le 21, quand nous sommes répartis à l'hôpital pour continuer à payer des frais et même à donner à manger à ces jeunes gens-là, ils ont failli nous tuer. La garde républicaine est venue pour dire qu'on va vous tuer. Et c'est ces jours-là, mais quand nous sommes partis 3 minutes après, parce que ceux qui étaient là n'avaient pas d'armes, et ceux qui sont venus en uniforme et en armes, et commencé à tirer dans tous les sens, ils ont tué des gens, et nous étions déjà partis. Mais le soir, le même soir, on a arrêté, ou pas arrêté, on a enlevé Christopher Ngoyi, qui est avec moi. D'ailleurs, on a failli nous tuer déjà à Mamayemo, comme on nous a ratés. Et il fallait enlever Christopher Ngoyi, vous savez son sort, et aujourd'hui il est à Makala, mais nous continuons à les défendre. Et c'est pour cela, partout où je passe, et j'étais à l'Union, européenne, le parlementaire européen ont pris ces dossiers-là, et nous allons voir comment ça va aboutir, et nous demandons à M. Kabila qu'il ne peut pas continuer à bafouer les droits humains comme ça. Il ne peut pas continuer à prendre des Congolais comme des menus frétins qu'on peut écraser à tout moment. Donc nous disons que notre réponse est là, et la réponse de la population est là, et la réponse de la population, c'est la démonstration. Donc dans ces manifestations du 19 au 25, et comment le peuple a dit, M. Kabila, nous ne voulons pas de vous. Ok. Avez-vous envisagé ou prévu un suivi financier pour les familles des victimes, par exemple? Mais écoutez, les suivis financiers, il y a des Congolais de l'étranger qui s'organisent déjà. Déjà, nous avons été dans les différentes morgues. Et si Christopher a été enlevé, vous comprenez aussi pourquoi. Mais nous avons demandé qu'on nous remette les corps pour organiser des obsèques nationales. On n'a pas voulu. Mais maintenant, même pour aller dans les morgues, on nous a empêchés d'entrer dans les morgues. Non, et nous avons organisé la messe parce que nous devons faire une messe d'action de grâce. Nous avons organisé cette messe-là et nous avons lancé un communiqué pour dire à toutes les familles qui ont des pertes dans leur vie, dans leur famille, de venir nous dire. Parce que nous allons continuer. Et vous avez totalement raison, et la diaspora a raison. Il y a des gens qui m'ont contacté partout. Nous avons de l'argent, nous voulons envoyer. J'ai dit, gardez cet argent. Gardez cet argent, nous devons continuer ce travail, d'identification.
Et dès que nous terminons l'identification, et nous allons faire. Pour l'instant, nous continuons à faire avec le peu de moyens que nous avons. D'accord. Quel était le but de votre, comment dire, de votre manifestation là, manifestation. Quel est le but de votre tour euro-américain en fait? Pourquoi vous êtes là juste après le massacre? Le but, c'est d'abord, j'ai été invité, comment dire, à ce qu'on appelle les National Prayer Breakfast. Et j'ai été invité là-bas, petit déjeuner de prière qui se passe la première semaine du mois de février aux États-Unis, donc les congrès américains. Parce que vous m'avez posé la question sur, comment dire, mes croyances et mon appartenance à Jésus-Christ. Mais c'est comme ça, les congrès américains, quand les États-Unis avaient des problèmes, ils se sont dit, il y a un clivage démocrate-républicain. Mais comment nous pouvons nous organiser, tous, et républicains et démocratiques, se mettre autour du nom de Jésus-Christ? Et tous les matins, que ce soit au Sénat, que ce soit au Congrès, les gens se réunissent autour de Jésus pendant 1 heure. Autour du nom de Jésus-Christ, ils parlent, ils regardent la Bible et ils commentent les versets bibliques. C'est ça. Et à la fin, donc au début de chaque année, ils organisent ce petit déjeuner national. Parce que chaque semaine, il y a un petit déjeuner de prières. Le Congrès fait de son côté, le Sénat, et à la fin, donc au début de l'année, ils se retrouvent toujours. C'est ça. Donc nous avons trouvé ça génial et nous avons reçu une invitation et nous avons participé à ces petits déjeuners de prière. Vous étiez en délégation ou vous étiez tout seul? Écoutez, j'ai reçu l'invitation, effectivement, il y a une délégation qui est venue de Kinshasa. Maintenant, j'apprends qu'il y avait 2 délégations. J'ai reçu une invitation et j'ai répondu à l'invitation. Et après, nous pouvons voir un peu l'invitation, parce que nous, en tant que peuple, on n'a jamais vu ça. L'invitation, comment oui, vous étiez seul, donc on aimerait bien. Je peux vous donner l'invitation. On peut voir un peu. Je peux très calmement. Nous expliquer un peu comment ça se passe. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est l'invitation. L'enveloppe. Ok, vous avez l'invitation dedans. Et là, quand on tire de cette enveloppe, vous avez ça. Vous avez dire Honorable Martin Fayulu. Ok, voici l'invitation signée. Et vous avez les signatures Robert P. Cassé Jr., Rogers Wicker. Ils ont signé. Ça, c'est. Et même dans l'enveloppe, vous voyez voir, c'est estampillé petit déjeuner de prière. Et là, vous allez plus loin. Et il y a une autre enveloppe. Ce qui est écrit, c'est quoi? C'est pas des Honorable Martin Fayulu? Si. Voilà. Et là, vous avez, dans cette enveloppe-là, voilà, National Prayer Breakfast. Et vous avez tout. Voilà l'invitation et tout ce qui est donné. Voilà, tout ça. Plus loin, vous continuez, il y a beaucoup de papiers qui donnent tout. Dans l'invitation, tout est donné. Ok? Tout. Même des petits papiers. Je vous donne tous les programmes. Dans le détail, tout, ils expliquent comment vous allez faire les réservations, les hôtels que vous devez contacter sont là. Et moi, j'étais dans un hôtel avec mon ami américain et dans cet hôtel qui s'appelle Churchill Hotel et nous étions là. Donc vous pouvez regarder et vérifier. Votre tournée américaine. Et après, bien sûr, et après, comme je savais que je venais donc dans ce petit déjeuner de prière, j'ai organisé une tournée, pas simplement américaine et européenne. Et je devais aussi aller l'Europe continentale, mais je devais aussi aller au Canada et en Angleterre. Mais avec les événements, je n'ai pas pu avoir à temps les visas de la Grande-Bretagne et les visas du Canada. Et c'est pour ça que je me suis limité simplement aux États-Unis et à l'Europe continentale. Aux États-Unis, ça s'est très bien passé. J'étais dans plusieurs villes, j'ai vu et les Congolais et certains hommes politiques et certaines institutions américaines. Donc, pouvez-vous nous faire un peu écoutez, je pense par rapport à la tournée américaine en ça, tout cas. Je vous ai dit que j'ai vu les Congolais. Il y a eu des vidéos qui circulent. Vous avez vu, les Congolais ont fait leur témoignage. J'ai co-animé avec les autres députés qui étaient venus aussi
ces petits déjeuners de prière. Et avec Albert Moleka, nous avons animé à 4, c'est-à-dire José Makila, Frank Diongo, Albert Moleka et moi-même, à l'université John Hopkins. Nous avons animé à l'intention de certaines institutions américaines. Nous avons donné la situation actuelle du Congo et les Américains ont posé des questions. D'accord. Pourquoi avez-vous tenu à voir Madame la veuve de Bernard Toungou? J'ai tenu d'abord ce devoir de mémoire. Comme je l'ai fait pour la veuve Tchébéa, et je suis allé la voir, j'ai discuté avec elle et tout ça, et je dis que ces gens-là sont partis, ils ont versé les sangs pour les Congos. On ne peut pas les abandonner. Et Armand Toungulu a versé les sangs pour les Congos. On ne peut pas laisser sa famille comme ça. Donc, et j'ai eu cette opportunité de venir ici, et c'est pour cela que je suis parti la voir pour la soutenir elle et ses enfants, et que sa famille sache qu'elle n'est pas abandonnée. Voilà le but principal de ma visite à la veuve Toungulu. D'autres vous appellent aujourd'hui l'héros national de Kinshasa et d'autres valets de Tutsi Power au service de Rwandais. Que répondez-vous à ces personnes-là? Mais qu'eux-mêmes donnent des réponses. Et la population congolaise sait ce que je fais. Et la population et les Congolais savent où me situer. Je vous ai donné mon background, vous l'avez suivi, et c'est aux Congolais d'apprécier. Admettons que Kabila parte avant 2016, par exemple. Ce sera pour le chaos, l'anarchie ou les politiciens congolais proposeront une transition peut-être, je ne sais pas. Kabila, ce n'est pas lui qui a commencé les Congos. Les Congos n'a pas commencé avec Kabila. Kabila est venu au pouvoir, il avait 29 ans, sans background aucun, sans compétences. Et Kabila, si Kabila part aujourd'hui, ce ne sera pas le chaos, les Congos vont continuer. Avec la transition, vous voulez dire. Les Congos vont continuer avec tout ce qu'on mettra en place. Les Congos, c'est Kabila part demain, les Congos vont continuer. Kabila est là, qu'est-ce que Kabila a fait pour les Congos? C'est le chaos avec Kabila. Nous avons écrit, alors il faut lire, nous avons dit que Kabila, c'est le mal congolais. Vous le savez? Et pourquoi nous avons fait cette campagne contre la balkanisation? Nous avons dit qu'il y a des pions naïfs qui sont tapis dans les institutions au Congo. Mais nous avons dit aussi qu'il y a des complices qui sont là-bas, on les connaît. Donc, si Kabila partait demain, il n'y aura pas de chaos. D'accord. Donc, vous avez poursuivi la Bimodina à la justice. Admettons qu'aujourd'hui, votre requête soit rejetée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à aller avec lui aux élections ou pas? Nous continuons, nous avons traduit Manu Malou en justice, donc on a porté plainte contre lui devant le parquet général de la République. Il a été entendu. Nous attendons ce que le parquet général va faire. Là, nous continuons à travailler, nous continuons à élever la voix, nous continuons à dire que nous voulons des élections crédibles, transparentes et justes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons à tous les Congolais et à toutes les Congolaises de travailler pour ce genre d'élections parce que demain, nous voulons enrayer cette crise de légitimité. Nous voulons demain que celle ou celui qui sera élu président, qu'il représente réellement les Congolais. Avec ou sans Manu? Écoutez, nous travaillons pour qu'il y ait des élections crédibles au Congo. L'estimation de la CENI d'un milliard pour les élections. Vous trouvez que ce n'est pas un peu exagéré son estimation par rapport aux élections? C'est fantaisiste. C'est pas une façon de tirer pour faire un glissement de fait en fait. C'est ça. C'est fantaisiste. La CENI a intentionnellement. Mais il y a tout ça, il y a la corruption, vous savez, ces gens-là sont devenus riches sous le dos, comment dire, des citoyens congolais. Donc je dis que c'est farfelu, c'est fantaisiste, c'est intentionnellement surchargé, et comme j'ai dit, sur le plan financier et sur le plan opérationnel pour obtenir, comme vous l'avez dit, les glissements. Mais nous disons non, les glissements on n'aura pas. M. Kabila doit partir et c'est pour cela, au niveau de l'opposition, nous avons signé tous
un contrat de confiance. Ce contrat de confiance a pour objectif, et l'objectif mis là-bas, c'est que nous nous sommes rassemblés pour la consolidation de la démocratie et pour les régés de la loi, de la révision de la loi électorale, et pour que Kabila dégage. Donc il n'y a pas 36 solutions. Dans le même ordre d'idée, il y a ce scandale de la corruption avec le bourgmestre de Waterloo, M. Koubla, entre l'entreprise du Ferco et le Congo. La lecture que vous faites de cette histoire. La lecture que j'ai faite, il y a beaucoup de choses. On a déjà dit qu'il y avait des relations, je veux dire incestueuses, mais des relations dangereuses et mafieuses entre certains dirigeants belges et le pouvoir des Kabila. Bon, maintenant que la lumière commence à se faire, je vous ai dit que Dieu est grand, signe des temps. Comment ça apparaît aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, comprenez le signe des temps, et nous sommes totalement contents que ce genre de situation apparaissent au grand jour, et bien nous demandons à la justice belge de faire son travail, et ce n'est pas notre travail à nous. Aujourd'hui, c'est-à-dire n'ayant pas des administrations fortes, tout le monde peut se dire congolais en fait. Comment quelqu'un qui aspire à des hautes fonctions, par exemple, parce que ça peut être ministre, député, comme ça, comment nous pouvons savoir ses origines aujourd'hui? Si nous demandons l'arbre généalogique, par exemple, c'est de la xénophobie ou pas? Comment vous comptez faire si demain, vous donnez un plein pouvoir pour cette problématique-là? Nous avons une constitution, tout est défini, il faut respecter la constitution. Et les Américains, à un moment donné, ont créé, il y a eu un débat sur Barack Obama. On a dit qu'il n'était pas né sur le sol américain. Barack Obama est venu clairement avec son certificat de naissance, il a exhibé. Très clair, et les débats étaient clos. Donc, moi, Martin Fayulu, si il y a des doutes sur mon appartenance à la communauté congolaise, on me dit que je ne suis pas congolais, je veux simplement venir, allons-y aux archives de l'hôpital général, qu'on appelle aujourd'hui Mamayemo, là où je suis né, allons-y aux archives de l'église Sainte-Thérèse de Njili, là où j'ai été baptisé, quand j'avais quelques mois, et donc je dois prouver, parce que il faut savoir que ces pays-là, même les pays européens, moi aujourd'hui, je ne peux pas venir en Belgique et dire que je vais prétendre à la magistrature suprême, ou en tout cas devenir Premier ministre belge, je ne pourrais pas. Je ne peux pas aller en France, aux États-Unis. Donc il faut respecter les lois de la République, c'est très clair. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des relations amicales, des relations normales avec les pays voisins, avec les pays amis, avec la communauté internationale. Cela ne veut pas dire que nos intérêts sont, incompatibles avec les intérêts des autres. Non, nous devons définir les règles du jeu. Nous sommes dans la règle du jeu que nous devons définir aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. Comment les Congos peuvent gagner? Comment les autres peuvent gagner? Non, on ne peut pas, avoir comme règle du jeu qui perd gagne. Ok? On ne peut pas. Donc les Congolais doivent se retrouver et doivent gagner, et le peuple congolais a des raisons d'être exigeants. Donc, sommes-nous devenus xénophobes ou pas? Il n'y a pas de xénophobie. Mais je ne vous pas, je vous dis que la Constitution est là. Si nous respectons la Constitution, il n'y a pas de xénophobie. Les Congolais et Rwandais ont profité des vacances supplémentaires, enfin parlementaires, pour céder nos terres au Rwanda. Nous l'avons vu il y a 2 jours. En tant que député, que comptez-vous faire pour stopper cela? Non, mais nous avons, pour le moment, nous avons dit que les limites sont intangibles depuis Berlin, et les nations se sont organisées pour dire que ces limites de Berlin, personne ne peut le changer. Donc nous nous maintenons à ces limites de Berlin. Vous avez 59 ans, je pense. Je n'ai pas encore 59 ans, j'ai jusque donc le mois de novembre
J'ai 58 ans et quelques mois. Vous êtes aussi un membre de vos possibilités avec l'expérience, les qualités d'un homme d'État. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? C'est servir mon pays. Votre fonction ou en tant que président, en tant que quoi en fait? Servir mon pays, et je dis et je le répète, je crois et pas je crois, je suis sûr et certain que Dieu m'a donné une mission et cette mission c'est celle-là que je dois remplir pour mon pays. Un petit mot de la fin et peut-être donner le programme de la tournée de l'Europe. Le mot de la fin, c'est que, peuple congolais, soyons unis. Peuple congolais, nous avons un combat à mener pour libérer le pays, pour développer le pays, pour rendre ce pays prospère. Et continuons ces combats. Et nous sommes près du but, nous allons gagner. Et parce que personne sur cette terre des hommes n'a, battu le peuple. Le peuple est toujours vainqueur, il est toujours gagnant. Continuons les programmes. Ça continue. Je suis en Belgique. Après Bruxelles, j'irai à Paris. Après Paris, je vais à Lausanne. Je serai à Zurich, à Genève, à Lyon. Et après, je vais continuer à Stockholm. Et après, je rentrerai à Kinshasa. Et je vais continuer. Et je dis aux amis de la Grande-Bretagne et du Canada, s'il vous plaît, toutes mes excuses, je n'ai pas pu venir faute de visa. Mais je prends, rendez-vous avec vous. Au mois de mai, je serai avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.